Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter l'état d'avancement des PHRC sur les valves. Alors, comme disait Ala, effectivement, il y en a deux. Alors, pour commencer, je vais vous parler donc de CIRCUP, qui était le PHRC qui avait pour but de déterminer l'effet de la circoncision sur le risque d'infection urinaire fébrile chez les garçons porteurs de valves. Parce que, comme vous le savez, ils ont un risque important de faire des pyélonéphrite et que la circoncision était censée diminuer le risque, mais il n'y avait pas d'études randomisées qui avaient examiné clairement cette question. Alors, c'est un essai clinique qui a duré de 2012 à 2017 avec 13 centres participants. Là, on est en train de faire la fermeture des centres. Donc, l'analyse a été faite. Le critère d'inclusion, c'était des garçons porteurs de valves confirmés par cystographie dans le premier mois de vie. Exclusion, les malformations génitales qui empêchaient la réalisation d'une circoncision. Et ils étaient randomisés pour circoncision néonatale ou pas de circoncision néonatale, en sachant que tous les enfants avaient une antibioprophylaxie, puisqu'on a considéré que la prise en charge standard était l'antibioprophylaxie, et que pour bien identifier l'effet circoncision, il fallait que chaque groupe, pour le reste, ait la même prise en charge. Suivi pendant 2 ans, et l'outcome principal, c'était le risque de présenter une infection urinaire fébrile dans chaque groupe, avec des critères de diagnostic pour les infections urinaires fébriles qui étaient assez stricts, puisque ça devait être sur sondage ou cathétérisme suspubien, fièvre significative, ECBU significatif et syndrome inflammatoire biologique. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est les caractéristiques patients. C'est le tableau récapitulatif, mais je dirais que euh, le résumé, c'est qu'on on devait inclure 90 patients, 45 par groupe, et qu'au final, il y en a 92 qui ont été inclus. Alors, par le biais de la randomisation, il y en avait 49 et 42, 49 dans le groupe circoncision et 42 dans le groupe antibioprophylaxie. Et là, je vous montre la courbe de Kaplan des infections urinaires fébriles, avec la courbe bleue, c'est le groupe antibioprophylaxie seul, et le rouge, c'est le groupe antibioprophylaxie plus circoncision. Donc, le résumé des résultats, c'est que donc, sur les 91 patients dont on a pu avoir l'analyse du data, 19% ont présenté, 19% du groupe antibioprophylaxie ont présenté au moins une infection urinaire fébrile et 2% dans le groupe circoncision. Et qu'avec ce calcul, le risque relatif de présenter une infection urinaire fébrile à 2 ans était 10 fois supérieur pour le groupe non circoncis, ce qui est à peu près les chiffres qu'on retrouve dans les études épidémiologiques d'estimation du bénéfice de la circoncision, donc un risque diminué de 10. Si on fait une analyse en tenant compte des infections urinaires fébriles qui ont été diagnostiquées sur poche ou en mijet, mais qui avaient néanmoins des ECPU significatifs et des syndromes inflammatoires biologiques significatifs, des épisodes qui ont été validés par un conseil scientifique qui était en aveugle par rapport au groupe de randomisation, on a encore plus d'infections urinaires fébriles et on a un risque relatif à 25. Tout ça pour dire que la circoncision protège beaucoup les enfants, en tout cas les valves, de faire des infections urinaires fébriles. L'observance au traitement, alors le graphique, en fait, il n'est pas parfait parce qu'on a l'impression que la compliance s'approche de zéro. En fait, elle s'approche de 50% au fur et à mesure de l'étude, mais c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est que progressivement, quand même, les parents ont du mal à continuer à donner de manière permanente l'antibioprophylaxie. Donc, cet effet bénéfique de la circoncision qui peut être réalisé au moment de la résection des valves offre vraiment une protection importante chez ces enfants. Donc, le résultat principal, c'est cette protection de la circoncision. Alors, il y a aussi des données secondaires sur le type de germe, sur l'évolution du reflux entre la première
et la deuxième cystographie. Donc la cystographie de diagnostic et une cystographie de contrôle à 3 mois qu'on avait imposé dans le PHRC, et aussi des données sur le DMSA précoce et le DMSA en fin d'étude. Mais ce qui est intéressant sur le DMSA, notamment, c'est qu'il y a plus de 60% d'enfants qui présentent des lésions au DMSA dès le DMSA précoce et 20% qui vont présenter une dégradation du DMSA entre 1 mois et 24 mois. Mais on a l'impression que cette dégradation du DMSA, elle est semblable dans le groupe avec infection urinaire fébrile et dans le groupe sans infection urinaire fébrile. Il y a encore le versant impact familial qui va être étudié, mais ça, on n'a pas encore commencé. L'abstract a été accepté pour présentation à l'ESPU, mais avec les rebondissements, il n'a pas encore été présenté. Il sera, j'espère, à Lisbonne en septembre. Et le papier a été écrit, est en cours de soumission, mais on n'a pas encore de réponse définitive. Ensuite, pour l'étude, le PHRC Prétipuve, ça c'est un PHRC plus récent qui vise à étudier la dysfonction vésicale, la prise en charge de la dysfonction vésicale dans les valves, parce qu'on sait qu'il impacte le pronostic rénal, et il s'avère que dans la littérature et dans certains textbooks même, l'utilisation des anticholinergiques est considérée presque classique et standard dans les vessies de valve, alors que finalement, il n'y a pas beaucoup d'évidence dans la littérature pour dire à qui et quand il faudrait le donner et si c'est vraiment bénéfique. Alors, il y avait une étude en 2012 où ils ont donné de l'oxybutynin à 18 patients valves qui ont une urodynamique à 3 mois il y a 2 ans. Et ils ont montré que l'urodynamique à 2 ans était meilleure que l'urodynamique à 3 mois. Et comme ils étaient tous sous oxybutynin, ils ont conclu que c'était grâce à l'oxybutynin. Mais il n'y avait pas de groupe contrôle. Et donc, on a décidé qu'on allait faire justement cette étude comparative, en tout cas, d'avoir un groupe contrôle pour pouvoir comparer les données du groupe traitement. C'est un PHRC qui a été financé en 2018. Donc, l'objectif principal, c'est l'effet de l'oxybutynin sur la fonction vésicale, évalué en vidéocystomanométrie, réalisé à l'inclusion et après 9 mois de traitement. L'objectif secondaire, c'est la tolérance et la pharmacocinétique de l'oxybutynin. Et ça, c'est très important, c'est qu'on a relativement peu de données sur la pharmacocinétique de l'enfant, du nouveau-né et de l'enfant de moins d'1 an. Et donc, on a décidé de profiter de ce PHRC pour accumuler des données de pharmacocinétique. Ça veut dire que le groupe traité aura 3 bilans à faire avec prise d'oxybutynin et des bilans pendant 3 heures pour déterminer la pharmacocinétique. Alors, ça rend le PHRC plus intéressant dans ce qu'il va nous apporter comme information, mais ça l'a rendu un peu plus lourd et un peu plus difficile, vous verrez, pour passer les différentes étapes. Objectif secondaire, l'incidence des infections urinaires fébriles aussi dans chaque groupe, la compliance au traitement et les modifications échographiques. Alors, c'est une étude randomisée de phase 2 non comparative avec 2 groupes parallèles. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a posé pas mal de soucis, mais pour faire simple, on peut faire du comparatif pur phase 3, et donc dans ce cadre-là, ce serait plus logique de faire oxybutynin versus placebo, ou on peut considérer qu'on fait une étude observationnelle d'un groupe traité et qu'au même moment, exactement, on fait une étude observationnelle sur un groupe non traité. Et la randomisation va simplement faire qu'on pourra regarder les résultats dans un groupe et les comparer à l'autre de manière plus directe, mais ça nécessite moins de patients. Et quand il faut recruter des valves et qu'il n'y en a pas tant que ça rend l'étude un peu plus faisable. Donc 25 par bras, 50 patients au total. Critères d'éligibilité des garçons porteurs de valves qui auraient eu 3 mois entre la résection de valve et la première cystomanométrie et qui présentent une cystomanométrie anormale avec des pressions mictionnelles élevées, une compliance mauvaise si elle est mesurable et une capacité vésicale inférieure à la capacité théorique. C'est les critères qui avaient été utilisés par l'étude publiée en 2012 sur l'oxybutynin.
Les critères d'inéligibilité, c'est principalement les contre-indications aux anticholinergiques, donc les troubles de la motilité gastro-intestinale ou la myasthénie ou le glaucome. Et donc, il y aura un groupe avec oxybutynin qui aura 0,1 mg kg 2 fois par jour, qui est aussi la dose qui avait été utilisée dans l'étude de 2012, et un groupe qui n'aura pas d'oxybutynin. 9 mois de traitement, 7 centres participants. Le financement, on l'a eu en 2018. L'ANSM, alors il y a eu beaucoup de retard, d'une part à cause du Covid, mais aussi parce que l'ANSM, ça a été compliqué de faire valider une étude avec l'oxybutynin. Il y a eu beaucoup de discussions sur le dosage et on a créé aussi un comité indépendant de surveillance et il y aura une étude pharmacocinétique intermédiaire pour vérifier qu'on utilise une dose qui est ni toxique ni subthérapeutique. Et le comité d'éthique a été aussi très compliqué, avec beaucoup d'allers-retours, et on a dû passer en commission chez eux à cause de de la méthodologie et de ce groupe comparatif, non comparatif, qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient soit qu'on mette du placebo, soit qu'on ne mette pas de groupe contrôle, ce qui nous paraissait aberrant, mais on a réussi finalement à passer cet obstacle en juin 2020. Ensuite, finaliser le protocole, création du comité scientifique et du comité indépendant scientifique. Et les mises en place des centres ont commencé à Bordeaux en fin 2020 et tout récemment, on a pu faire Limoges, Toulouse et Caen sera en avril. Il nous reste évidemment les mises en place de Paris et Marseille à venir, mais on n'a pas de date pour l'instant. Notamment, il faut la signature des conventions et ça prend énormément de temps. Et pour l'instant, donc, puisque la seule mise en place qui avait été faite, c'était la nôtre, on a eu 2 patients qui ont été identifiés, qui ont eu leurs urodynamiques, mais ils ne remplissaient pas les critères d'inclusion et donc ils n'ont pas été inclus pour l'instant. Donc, ça, c'est l'état actuel de Prétipuf. Donc, c'est enclenché. Il reste des mises en place, surtout Paris, Marseille et Rennes. Et puis, le début des inclusions qui va commencer bientôt, je l'espère. Voilà pour l'état des lieux des PHRC Valve. Merci. Merci beaucoup, Luc. C'est vraiment, j'admire ta patience. C'est-à-dire pour avoir, par exemple, le protocole magnifique sur la circoncision infection urinaire qui a démarré en 2012, hein, ça fait 8 ans. Donc, c'est vrai que c'est ça qui décourage la plupart des chercheurs pour démarrer un PHRC, parce qu'à la fin, c'est 8 ans après qu'on a le résultat. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire les nouveaux projets plus rapidement, mais je pense que ça part exactement dans le même rythme. C'est pas du tout, bien sûr, ni ta faute, ni la faute des cliniciens, mais c'est le procédure qui est extrêmement lent. Donc, c'est très bien et au moins, tu nous apportes vraiment une réponse scientifique avec rigueur sur cette conclusion et valve déjà. Et on espère voir pour le valvulaire postérieur et les anticholinergiques. En tous les cas, merci.